tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Nous sommes toujours du côté de Cannes et de sa célèbre croisette pour vous faire revivre l'E3 2011 qui a eu lieu le mois dernier à Los Angeles. Pour la dernière partie de notre reportage, vous allez découvrir d'autres jeux qui ont marqué le salon, avec bien sûr une prise d'ambiance générale avec les célèbres Babes, ces hôtesses plus jolies les unes que les autres. Mais tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine, c'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite ce qu'il ne fallait pas manquer. Figure emblématique du catch américain, Hulk Hogan est en passe de devenir une icône du jeu vidéo. Entre son jeu de catch sur Kinect dont on vous a déjà parlé et sa participation au jeu Saints Row 3, le catcheur blond semble apprécier sa collaboration avec le monde virtuel. THQ nous informe de sa présence au casting vocal de Saints Row The Third, puisqu'il doublera le personnage Angel de la Muerte. Mais ce n'est pas tout, car l'ancienne star du porno Sasha Grey incarnera Viola de Winter, tandis que l'acteur coréen Daniel Dae-Kim, aperçu dans Lost et déjà sollicité pour Saints Row 2, fera de nouveau trembler les cordes vocales de Johnny Gate. Pour rappel, Saints Row 3 est attendu pour le mois de novembre sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Alors que le retour de Jackie Estacado, le héros de The Darkness 2, était prévu pour le mois d'octobre prochain sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC, il faudra finalement patienter jusqu'au 10 février 2012 avant de voir débarquer le FPS de 2K Games dans les bacs. On en profite pour vous préciser que The Darkness 2 sera jouable à la Comic Con de San Diego, qui se déroulera du 21 au 24 juillet 2011. Ce qui était une rumeur il y a quelques semaines est aujourd'hui confirmé par Capcom, à savoir l'arrivée prochaine d'un nouvel épisode de Marvel vs Capcom 3 sur console, baptisé Ultimate Marvel vs Capcom 3. Yoshinori Ono, le producteur, n'a donc pas tenu sa promesse, qui était de ne pas multiplier les épisodes avec cette série. C'est d'ailleurs en plein Comic Con de San Diego que Capcom a annoncé son jeu, qui comprendra de nouveaux personnages, de nouvelles arènes et des modes de jeu inédits. Espérons que les gameplays soient aussi retravaillés, afin d'éviter les déséquilibres qu'on retrouvait dans le premier épisode. Quant à la sortie, elle est prévue pour novembre prochain, pour un prix avoisinant les 40 €. Troisième et dernière partie de notre reportage consacré entièrement à l'E3 2011. Il y a encore beaucoup de jeux à voir et à vous faire découvrir. Et cette fois-ci, on s'est intéressé à des titres tels que Final Fantasy XIII-2, Hitman Absolution, Super Mario 3DS ou encore Deus Ex Human Revolution, pour lequel on a pu s'entretenir avec l'un des développeurs du jeu. Allez, c'est parti. Les jeux à voir durant cette troisième et dernière journée de l'E3 2011 étaient nombreux, il est vrai, mais on ne pouvait pas passer à côté du nouveau Hitman, le 5e épisode de la série, sous-titré cette fois-ci Absolution. Après plus de 5 ans d'absence, notre tueur Code 47 est de retour sur PC et console HD, dans un volet qui se veut plus accessible que les précédents épisodes. Si cela est possible grâce à quelques tours de passe-passe au niveau du gameplay, le titre développé par les Danois de Yo Interactive a déjà divisé la rédaction de Jeux Actu. Nous voici à nouveau sur le stand de Square Enix pour cette fois-ci parler de Hitman Absolution. Lorly, je te laisse commencer. T'as pas été très convaincu? Bah, à vrai dire, non, j'ai pas été vraiment emballé par cette démo. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau technique, je trouve qu'elle avait pas mal de défauts. Graphiquement, même si sur la fin, ça montait en puissance, au début, j'ai pas vraiment été impressionné. C'était assez obscur. Ensuite, c'est vrai que le côté infiltration est très intéressant. Maintenant, c'est une démo. On voyait bien que c'était bien calculé, bien calé. Est-ce que dans la version définitive, ça sera la même chose? Je ne sais pas du tout. Et puis j'ai trouvé aussi les mouvements du personnage assez rigides, pas suffisamment fluides. Voilà, je suis resté un peu sur ma fin. Maintenant, ce n'est qu'une démo. On verra par la suite. Alors effectivement, là où je te rejoins Lorly, c'est au niveau des mouvements et de la palette d'action de Code 47, donc, qui est le héros de Hitman. Et le côté un petit peu, je te facilite la tâche. L'idée, c'est de rendre plus accessible le gameplay. Moi, ça m'a plutôt plu. Voilà, ça permet, si tu veux, de bien avancer dans le jeu, de bien progresser, de ne pas rester coincé dans un endroit parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Le jeu sort en 2012, on attend de le voir venir.
De son côté, Marcus s'est rendu chez Microsoft pour voir d'un peu plus près le prochain Fable qui sera compatible Kinect pour la première fois et qui s'appelle The Journey. Peter Molineux, le créateur de la série, était même sur place pour nous donner quelques précisions bien utiles. Après la conférence de presse de Microsoft, on était tous un peu dubitatifs à propos de Fable The Journey, qui montrait des séquences de jeu qui utilisaient Kinect, qui semblaient un petit peu trop sur des rails. Alors évidemment, un jeu comme Fable, qu'on aime pour son univers gigantesque et sa liberté d'action, le retrouver sur des rails, ça paraissait un petit peu décevant. Alors Peter nous a expliqué que l'idée c'était de garder un maximum de liberté dans Fable, il n'est pas question du tout d'être sur des rails. Ils ont très mal choisi en fait la démo qu'ils ont présentée à l'eCube, qui ne représente pas le jeu dans sa totalité. L'idée c'est de vous déplacer comme vous voulez et d'utiliser la magie ou alors de tirer sur les rênes d'un cheval pour le déplacer. Des choses qui doivent sembler très naturelles. Il n'y aura pas par exemple de combat à l'épée, parce qu'il nous a expliqué qu'il n'aimait pas ces jeux où on devait mimer les trucs au milieu du salon. Ça paraissait pas naturel. Le joueur est assis, donc il faut qu'il fasse des mouvements qui lui semblent naturels quand il est assis. C'est ça l'idée. Lorsque vous descendez de la charrette, vous pouvez vous déplacer librement juste en faisant un geste de la main pour dire « je veux aller par là ». Vous pouvez aussi utiliser votre corps pour orienter la caméra et le personnage. Si vous ne faites rien, votre personnage s'arrêtera automatiquement. De la même façon que si vous ne bougez plus vos mains, votre personnage restera inerte. Mais croyez-moi, ce n'est pas l'unique façon d'évoluer dans le jeu. Être guidé sur des rails, ça ne correspond qu'à environ 20-25% du jeu. Vous serez obligé de rester près de votre cheval et de son attelage, car si vous vous éloignez trop, il risque de se faire attaquer. Alors à l'issue de ce petit entretien, il y avait un mur dans la salle sur lequel il y avait écrit « It's not on rail » et où les journalistes qui étaient convaincus avaient signé. Donc je me suis permis de signer ce mur parce qu'il m'a convaincu. Peter Molineux, il est assez convaincant, il faut dire. En tout cas, voilà, du coup, ça donne vraiment envie de voir ce que donnera Fable The Journey une fois que ce sera vraiment terminé. Give that kiss to me before you go. De retour sur le stand de Square Enix, nous avons pu découvrir une nouvelle démo de Deus Ex Human Revolution, dont la date de sortie est toujours fixée pour le 26 août prochain sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3. Très attendu par les fans de la série mais aussi par les amateurs de FPS et de jeux de rôle, ce nouvel épisode a pour ambition de relancer une série prestigieuse mais un peu oubliée de tous. Nous en avons d'ailleurs discuté avec David Enfosi, l'un des producteurs du jeu. Deus Ex, c'est un jeu où l'histoire est très importante, donc on a fait un vrai travail d'écriture là-dessus. On a créé des personnages dans l'histoire qui sont très forts. Pour nous, on ne le considère pas comme un FPS, on le considère comme un action RPG. Donc oui, on a une vue à la première personne, ce qui est très important pour nous en termes d'immersion, pour faire partie du jeu. On va avoir un côté RPG, customisation du personnage, des armes, on peut parler à tous les NPC dans le jeu. C'est un bon mix des deux. Puis c'est Deus Ex qui a créé ce genre-là en 2000, en fait, avec le premier opus. On a vraiment, nous, une saveur unique, en fait. I'll never stop looking. Puisque la 3DS fait partie désormais des consoles incontournables du marché, nous nous sommes arrêtés un instant sur le stand de Nintendo qui proposait tout un tas de jeux à découvrir. On pense bien sûr au très attendu Zelda Skyward Sword sur Wii, mais c'est avant tout Super Mario 3DS, Luigi's Mansion 2 et Mario Kart 3DS qui ont retenu toute notre attention. Alors bien sûr, c'est pas évident de vous montrer des jeux 3DS qui par définition sont en 3D, en relief, avec des effets comme ça qui ne marchent pas du tout chez vous, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, on a quand même pu essayer, Maxime, des jeux qui utilisaient vraiment la 3D. C'est le cas par exemple de Super Mario 3DS, donc qui fonctionne avec la 3D activée. C'est le cas également pour Luigi's Mansion 2, qui est plutôt pas mal également. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'aucun éditeur ne propose un tel rendu, et c'est à chaque fois Nintendo c'est leur console, donc c'est les meilleurs pour en tirer le meilleur. Hein. Laurelie, tu as vu quoi comme jeu, toi? Eh bien, pour ma part, j'ai joué à Star Fox 3DS. En ce qui concerne la 3D, c'est vraiment bien fichu dans Star Fox. Par contre, j'ai été déçu des fonctionnalités gyroscopiques. Ça m'a étonné de la part de Nintendo. Lorsqu'on penche à gauche ou à droite de la console, ça répond pas très bien. Donc j'ai été déçu et j'ai mis même un carton jaune à Nintendo. Non. Et ben moi je leur mets un carton or parce que j'ai joué à Mario Kart 3DS, voilà, donc un nouveau Mario Kart. Franchement, c'est toujours un bonheur. Là, les petites nouveautés, c'est que les cartes sont équipées soit d'un deltaplane, soit de petites hélices pour aller sous l'eau. Donc, ils peuvent effectivement se promener comme des sous-marins. Ou alors, au contraire, planer un peu au-dessus du circuit, ce qui permet de prendre, par exemple, des raccourcis. Donc, il va y avoir une influence sur le gameplay. C'est pas juste une petite modification esthétique.
La 3D fonctionne super bien. Quand on ressort de l'eau, il y a des gouttelettes devant l'écran. On a presque envie de s'essuyer les yeux. Donc voilà, carton or avec des diamants et des rubis dedans pour Monsieur Nintendo et Mario Kart qu'on attendait depuis longtemps. C'est en déambulant dans les couloirs du Convention Center que nous avons croisé la route de Jean-Claude Larue, délégué syndicat d'Ussel et figure emblématique du jeu vidéo français, qui est venu prendre la température du salon et peut-être en faire de même avec le Paris Games Week qui se tiendra à l'automne prochain à la porte de Versailles. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites là? Ben, je viens voir parce que, écoutez, on me dit que l'industrie du jeu vidéo va pas bien, qu'il y a des problèmes, que c'est difficile. Donc j'ai voulu voir sur pièce. Quand même, il y a de jolies choses, hein. Donc ne nous enterrons pas trop vite. Justement, en France, est-ce que on peut s'attendre à un salon comme celui-ci? Il y a votre salon, le Paris Games Week. 24, 25, 26, 27, 28 octobre, on augmente de 60% les surfaces, 25 000 m². Et puis, ce que vous voyez ici, bah, vous allez le voir à Paris. Donc venez, vous allez voir. Ça va être formidable. Alors c'est quoi? C'est des gros stands, c'est des jolis babes, c'est plein de jeux, des exclus, qu'est-ce que ce sera? Si vous voulez, je crois qu'il faut qu'on montre quand même que notre industrie ne se laisse pas enterrer. On est toujours en train de se battre avec des innovations. Mais il faut que les Français le voient et ils vont voir qu'à Noël, il y a des choses superbes, puis qu'en 2012, il y aura aussi des choses superbes, que bien sûr l'industrie évolue. Et à Paris, on les verra fin octobre, porte de Versailles, hall 3. D'accord, donc on se donne rendez-vous directement là-bas. J'espère bien vous y voir. Bien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est Reality Fighter, c'est assez dément, vous créez votre propre combattant, mais alors de A à Z. Donc vous pouvez faire évidemment des moustaches, des costumes impossibles, costume de vache ou alors un costard. Rajouter des accessoires comme un petit cheval de bois sur lequel il va se promener, des armes délirantes comme une ventouse à évier, enfin vraiment on peut tout faire. Et ensuite vous l'envoyez combattre dans un espace, dans votre salon où vous voulez, du moment qu'il y a cette espèce de sigle sur le sol, une sorte de carte de réalité augmentée, là elle a été vraiment agrandie, ça permet d'avoir des personnages très très grands, mais vous pouvez jouer aussi avec des tout petits personnages. Quand on bat quelqu'un, on récupère son personnage, donc comme chaque joueur aura customisé son propre personnage, ça peut être assez génial d'avoir des sortes de trophées de ses victimes qui s'entassent dans votre console. Vraiment, ce jeu, je le trouve excellent. Chez Ubisoft aujourd'hui, nous avons eu le privilège de suivre une démo de Brothers in Arms Furious 4, l'un des rares jeux à avoir été annoncé lors de cette E3 et qui semble prendre une voie totalement opposée à la série qu'on connaît. Proche d'un Inglourious Bastard dans son univers, le gameplay semble se rapprocher des jeux multi façon Team Fortress. Je trouve ça assez festif en fait, un peu rigolard, vraiment une équipe de gros bras, très drôle en fait. Moi ça m'a fait penser au film Inglourious Bastard de Quentin Tarantino. J'ai l'impression qu'ils ont carrément repris tout le thème en fait du film. Tout à fait, mais c'est du grand spectacle hollywoodien un peu idiot. Alors c'est une bande de 4 et ils sont chargés d'aller tuer Hitler carrément, hein. La mission c'était ça. On arrive dans une espèce de petit village, une sorte de fête foraine. Comique et sérieux à la fois, donc on sait pas trop où ils veulent se positionner. Moi ce qui m'a surpris c'est qu'ils appellent ça Brothers in Arms 4. Mais du coup, voilà, le côté stratégique, très intelligent du gameplay qu'on avait avant, on l'a plus. Alors, ils auraient pu l'appeler, je pense, avec un autre titre, hein, tout simplement. Bon, on verra. Faut voir la version finale. Attendons de voir pour vraiment se faire une idée. Tout à fait. C'est ainsi que s'achève notre grande série de reportages consacrés à l'E3 2011. D'autres événements nous permettront de rejouer à ces jeux ou à l'inverse d'en découvrir d'autres. On pense bien sûr à la Gamescom de Cologne et au Tokyo Game Show de Tokyo. Quant à l'édition 2012 de l'E3, elle aura lieu l'année prochaine au mois de juin, toujours à Los Angeles. C'est la fin de cette émission Jeux Actu spéciale E3. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre nos reportages que nous à les faire. On se retrouve à la rentrée pour nos émissions hebdomadaires. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuxactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel. À très vite. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Nous sommes toujours du côté de Cannes et de sa célèbre croisette pour vous faire revivre l'E3 2011 qui a eu lieu le mois dernier à Los Angeles. Pour la dernière partie de notre reportage, vous allez découvrir d'autres jeux qui ont marqué le salon, avec bien sûr une prise d'ambiance générale avec les célèbres Babes, ces hôtesses plus jolies les unes que les autres. Mais tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine, c'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine, et voici tout de suite ce qu'il ne fallait pas manquer. Figure emblématique du catch américain, Hulk Hogan est en passe de devenir une icône du jeu vidéo. Entre son jeu de catch sur Kinect dont on vous a déjà parlé et sa participation au jeu Saints Row 3, le catcheur blond semble apprécier sa collaboration avec le monde virtuel. THQ nous informe de sa présence au casting vocal de Saints Row The Third, puisqu'il doublera le personnage Angel de la Muerte. Mais ce n'est pas tout car l'ancienne star du porno Sasha Grey incarnera Viola de Winter, tandis que l'acteur coréen Daniel Dae-Kim, aperçu dans Lost et déjà sollicité pour Saints Row 2, fera de nouveau trembler les cordes vocales de Johnny Gate. Pour rappel, Saints Row 3 est attendu pour le mois de novembre sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Alors que le retour de Jackie Estacado, le héros de The Darkness 2, était prévu pour le mois d'octobre prochain sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC, il faudra finalement patienter jusqu'au 10 février 2012 avant de voir débarquer le FPS de 2K Games dans les bacs. On en profite pour vous préciser que The Darkness 2 sera jouable à la Comic Con de San Diego, qui se déroulera du 21 au 24 juillet 2011. Ce qui était une rumeur il y a quelques semaines est aujourd'hui confirmé par Capcom, à savoir l'arrivée prochaine d'un nouvel épisode de Marvel vs Capcom 3 sur console, baptisé Ultimate Marvel vs Capcom 3. Yoshinori Ono, le producteur, n'a donc pas tenu sa promesse, qui était de ne pas multiplier les épisodes avec cette série. C'est d'ailleurs en plein Comic Con de San Diego que Capcom a annoncé son jeu, qui comprendra de nouveaux personnages, de nouvelles arènes et des modes de jeu inédits. Espérons que les gameplays soient aussi retravaillés, afin d'éviter les déséquilibres qu'on retrouvait dans le premier épisode. Quant à la sortie, elle est prévue pour novembre prochain, pour un prix avoisinant les 40 €. Troisième et dernière partie de notre reportage consacré entièrement à l'E3 2011. Il y a encore beaucoup de jeux à voir et à vous faire découvrir. Et cette fois-ci, on s'est intéressé à des titres tels que Final Fantasy XIII-2, Hitman Absolution, Super Mario 3DS ou encore Deus Ex Human Revolution, pour lequel on a pu s'entretenir avec l'un des développeurs du jeu. Allez, c'est parti. Les jeux à voir durant cette troisième et dernière journée de l'E3 2011 étaient nombreux, il est vrai, mais on ne pouvait pas passer à côté du nouveau Hitman, le 5e épisode de la série, sous-titré cette fois-ci Absolution. Après plus de 5 ans d'absence, notre tueur Code 47 est de retour sur PC et console HD, dans un volet qui se veut plus accessible que les précédents épisodes. Si cela est possible grâce à quelques tours de passe-passe au niveau du gameplay, le titre développé par les Danois de Yo Interactive a déjà divisé la rédaction de Jeux Actu. Nous voici à nouveau sur le stand de Square Enix pour cette fois-ci parler de Hitman Absolution. Lorly, je te laisse commencer. T'as pas été très convaincu. À vrai dire, non, j'ai pas été vraiment emballé par cette démo. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau technique, je trouve qu'elle avait pas mal de défauts. Graphiquement, même si sur la fin, ça montait en puissance. Au début, j'ai pas vraiment été impressionné. C'était assez obscur. Ensuite, c'est vrai que le côté infiltration est très intéressant. Maintenant, c'est une démo. On voyait bien que c'était bien calculé, bien calé. Est-ce que dans la version définitive, ça sera la même chose? Je ne sais pas du tout. Et puis j'ai trouvé aussi les mouvements du personnage assez rigides, pas suffisamment fluides. Donc voilà, je suis resté un peu sur ma fin. Maintenant, ce n'est qu'une démo. On verra par la suite. Alors effectivement, là où je te rejoins Lorly, c'est au niveau des mouvements et de la palette d'action de Code 47, donc, qui est le héros de Hitman. Et le côté un petit peu, je te facilite la tâche. L'idée, c'est de rendre plus accessible le gameplay. Moi, ça m'a plutôt plu. Voilà, ça permet, si tu veux, de bien avancer dans le jeu, de bien progresser, de ne pas rester coincé dans un endroit parce qu'on ne sait pas trop quoi faire.
Le jeu sort en 2012, on attend de le voir venir. De son côté, Marcus s'est rendu chez Microsoft pour voir d'un peu plus près le prochain Fable qui sera compatible Kinect pour la première fois et qui s'appelle The Journey. Peter Molineux, le créateur de la série, était même sur place pour nous donner quelques précisions bien utiles. Après la conférence de presse de Microsoft, on était tous un peu dubitatifs à propos de Fable The Journey qui montrait des séquences de jeu qui utilisaient Kinect, qui semblaient un petit peu trop sur des rails. Alors évidemment, un jeu comme Fable, qu'on aime pour son univers gigantesque et sa liberté d'action, le retrouver sur des rails, ça paraissait un petit peu décevant. Alors Peter nous a expliqué que l'idée c'était de garder un maximum de liberté dans Fable, il n'est pas question du tout d'être sur des rails. Ils ont très mal choisi en fait la démo qu'ils ont présentée à l'eCube qui ne représente pas le jeu dans sa totalité. L'idée c'est de vous déplacer comme vous voulez et d'utiliser la magie ou alors de tirer sur les rênes d'un cheval pour le déplacer. Des choses qui doivent sembler très naturelles. Il n'y aura pas par exemple de combat à l'épée parce qu'il nous a expliqué qu'il n'aimait pas ces jeux où on devait mimer des trucs au milieu du salon. Ça paraissait pas naturel. Le joueur est assis donc il faut qu'il fasse des mouvements qui lui semblent naturels quand il est assis. C'est ça l'idée. Lorsque vous descendez de la charrette, vous pouvez vous déplacer librement juste en faisant un geste de la main pour dire « je veux aller par là ». Vous pouvez aussi utiliser votre corps pour orienter la caméra et le personnage. Si vous ne faites rien, votre personnage s'arrêtera automatiquement. De la même façon que si vous ne bougez plus vos mains, votre personnage restera inerte. Mais croyez-moi, ce n'est pas l'unique façon d'évoluer dans le jeu. Être guidé sur des rails, ça ne correspond qu'à environ 20-25% du jeu. Vous serez obligé de rester près de votre cheval et de son attelage, car si vous vous éloignez trop, il risque de se faire attaquer. Alors à l'issue de ce petit entretien, il y avait un mur dans la salle sur lequel il y avait écrit « It's not on rail » et où les journalistes qui étaient convaincus avaient signé. Donc je me suis permis de signer ce mur parce qu'il m'a convaincu. Peter Molineux, il est assez convaincant, il faut dire. En tout cas, voilà, du coup, ça donne vraiment envie de voir ce que donnera Fable The Journey une fois que ce sera vraiment terminé. Give that kiss to me before you go. De retour sur le stand de Square Enix, nous avons pu découvrir une nouvelle démo de Deus Ex Human Revolution, dont la date de sortie est toujours fixée pour le 26 août prochain sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3. Très attendu par les fans de la série mais aussi par les amateurs de FPS et de jeux de rôle, ce nouvel épisode a pour ambition de relancer une série prestigieuse mais un peu oubliée de tous. Nous en avons d'ailleurs discuté avec David Enfosi, l'un des producteurs du jeu. Deus Ex, c'est un jeu où l'histoire est très importante, donc on a fait un vrai travail d'écriture là-dessus. On a créé des personnages dans l'histoire qui sont très forts. Pour nous, on ne le considère pas comme un FPS, on le considère comme un action RPG. Donc oui, on a une vue à la première personne, ce qui est très important pour nous en termes d'immersion, pour faire partie du jeu. On va avoir un côté RPG, customisation du personnage, des armes, on peut parler à tous les NPC dans le jeu. C'est un bon mix des deux. Puis c'est Deus Ex qui a créé ce genre-là en 2000, en fait, avec le premier opus. On a vraiment, nous, une saveur unique, en fait. I'll never stop looking. Puisque la 3DS fait partie désormais des consoles incontournables du marché, nous nous sommes arrêtés un instant sur le stand de Nintendo qui proposait tout un tas de jeux à découvrir. On pense bien sûr au très attendu Zelda Skyward Sword sur Wii, mais c'est avant tout Super Mario 3DS, Luigi's Mansion 2 et Mario Kart 3DS qui ont retenu toute notre attention. Alors bien sûr, c'est pas évident de vous montrer des jeux 3DS qui par définition sont en 3D, en relief, avec des effets comme ça qui ne marchent pas du tout chez vous, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, on a quand même pu essayer, Maxime, des jeux qui utilisaient vraiment la 3D. C'est le cas par exemple de Super Mario 3DS, donc qui fonctionne avec la 3D activée. C'est le cas également pour Luigi's Mansion 2, qui est plutôt pas mal également. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'aucun éditeur ne propose un tel rendu, et c'est à chaque fois Nintendo c'est leur console, donc c'est les meilleurs pour en tirer le meilleur. Hein. Laurelie, tu as vu quoi comme jeu, toi? Eh bien, pour ma part, j'ai joué à Star Fox 3DS. En ce qui concerne la 3D, c'est vraiment bien fichu dans Star Fox. Par contre, j'ai été déçu des fonctionnalités gyroscopiques. Ça m'a étonné de la part de Nintendo. Lorsqu'on penche à gauche ou à droite de la console, ça répond pas très bien. Donc,